Ah, Jess, est-ce qu'on peut faire une pause 15 minutes seulement, d'accord? Je vais aller chercher des Oreos. Nos préférés. Je déteste la chimie. Et elle n'aime pas ça non plus. La seule chose que je sais, c'est que le café contient 2 éléments chimiques. Le calcium, Ca, et le fer, Fe. Mes parents paniquent à l'idée que je vais échouer. Je ne sais pas pourquoi, je veux dire, ce n'est pas comme si je voulais être une scientifique ou quelque chose du genre. Bref, ils ont demandé à Jessie de me donner des cours particuliers. Pour l'instant, ma note est toujours autour de F, mais il est hors de question que je trouve un nouveau tuteur. Pourquoi, vous dites? Eh bien, parce que Jess et moi sommes parfaitement compatibles. Nous sommes toutes les deux accros au shopping en ligne et nous aimons lire les derniers scandales sur les médias sociaux, ce qui nous a rapidement rapprochés pour être meilleurs amis. Et voici mon petit ami, ABCDEFGY, Brice, ce qui signifie synonyme de brillant, mignon, chéri, élégant, drôle, magnifique et sexy. Je l'adore. Donc, vous vous demandez probablement comment j'ai rencontré un étudiant aussi génial. Eh bien, c'est grâce à Jess, car il s'avère qu'elle est une sacrée entraîneuse. Donc, une fois, pendant les vacances, Jess cherchait les forums sur son université quand j'ai repéré Brice dans un post. Oh, waouh, c'est un canon! Tu le connais, Jess? J'ai pointé le post. Elle a alors répondu « C'est vraiment ton genre, n'est-ce pas? C'est Brice. » J'ai entendu dire qu'il était toujours célibataire. Vas-y, je te couvre. Oh, ça a l'air intéressant. J'ai souri en retour. Après ça, Jessie est passée en mode détective. Après seulement 10 minutes, elle a trouvé dans quel bloc il vivait, ce qu'il étudiait et même le nom de son chien. Et depuis, elle m'a appris à lui envoyer des textos, à lui répondre et à flirter avec lui, de manière cool, calme et posée. Ça a marché à merveille, puisqu'à la fin de la semaine, il m'a demandé de sortir avec lui. Et c'est maintenant mon petit ami de rêve. Il a peut-être l'air d'un mauvais garçon, mais au fond, il est doux et timide, comme Edward Cullen. Oh! Et devinez quoi? On est ensemble depuis 2 mois et on ne s'est pas encore embrassé. Mais alors, comment ça se passe entre toi et ton étudiant sexy? Je ne sais pas. C'est juste que récemment, j'ai l'impression qu'il est froid avec moi. Jess, je sais qu'il lit mes messages, mais il met toujours du temps à me répondre et il ne m'envoie plus jamais de textos de bonne nuit. Pas comme avant. Je fais de mon mieux, je veux dire. Il semble heureux avec la paire de Jordan 4 que je lui ai acheté et le nouveau téléphone. Mais je ne suis pas sûre qu'il veuille encore être avec moi. Bien sûr qu'il le veut. Regarde-toi. Tu es un bon parti. Il est probablement juste occupé avec ses études. J'ai peur qu'il me trompe. Tu sais, il y a cette fille Sally dans la classe de Brice. Je vois souvent cette nana rôder autour de lui, me faire semblant d'être gentille et trouver des prétextes pour lui demander de faire des trucs pour elle. Ne sois pas stupide, je parie qu'ils sont juste amis. Cette fille doit faire attention, car je n'allais pas la laisser débarquer et me voler mon homme. J'ai tapé sur la table. Voyant à quel point j'étais désespérée, Jessie a fait une suggestion. Nous pourrions suivre Brice à tour de rôle partout où il allait et découvrir exactement ce qu'il faisait. Quelques jours plus tard, j'ai entendu Brice parler au téléphone d'un groupe d'études chez lui. L'agaçante Sally serait là aussi, bien sûr. Alors, en étant la brillante personne que je suis, j'ai payé le livreur de pizza pour qu'il attache un micro à l'intérieur de la boîte de pizza pour l'espionner. Mais la seule chose que j'ai entendue était l'estomac affamé de Brice. Bleh. Une autre fois, Jessie m'a envoyé un texto. Urgent, j'ai vu Brice dans une bijouterie acheter un collier très cher. Ça doit être pour Sally. Désolée. Furieuse, j'ai parcouru tout le chemin jusqu'à sa maison. Mais sa mère a ouvert la porte et a fièrement montré le collier étincelant que Brice lui avait acheté pour son anniversaire. Oups! Puis, un jour où je devais le suivre, j'ai décidé d'y aller déguisée. Le problème étant qu'il faisait 28 degrés. Mon choix d'un costume Sherlock Holmes et d'une fausse barbe n'était pas la meilleure idée. Je venais de le suivre dans une épicerie quand le monde s'est mis à devenir noir et j'ai dégringolé directement dans un étalage de boîtes de conserve. La dernière chose que j'ai vue, c'est un groupe de personnes penchées sur moi, dont un Brice a l'air confus. « Bébé, t'es réveillée? Mais pourquoi ce costume bizarre ?» J'ai soupiré et répondu. « Je suis désolée, c'est juste que t'as été si distant récemment. Tu ne m'aimes plus ?» Il a ricané. M'a dit « Bien sûr, je suis juste occupée par ma thèse de fin d'études. Tu sais bien, je suis en terminale. » Ah! Donc tout allait bien entre nous. Youpi! Le lendemain, je nous ai acheté un ensemble de ces bagues de coupe très mignonnes de Tiffany & Co pour marquer le coup. La paix était rétablie, du moins pour un court moment. Ces derniers temps, à chaque fois que nous sortions ensemble, Brice ne faisait plus attention à ce que je disais et avait juste les yeux rivés sur l'écran de son téléphone. Il a même gloussé et a eu cette lueur suspecte dans les yeux.
Alors j'ai essayé de me pencher pour voir ce qui était si drôle, mais je n'ai rien pu voir car la luminosité de son écran était baissée au minimum. « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai attrapé son téléphone, mais... Quoi ? Mauvais mot de passe ? Je lui ai acheté ça et j'ai mis la date de notre anniversaire comme mot de passe. Pourquoi tu ne me laisses pas regarder ton téléphone ? Qu'est-ce que tu caches ? Rien, Mads. J'aime juste mon intimité parfois, c'est tout. Maintenant, viens. Je vais te chercher un muffin au chocolat. Il n'y a pas moyen que je refuse ça. Surtout qu'en y réfléchissant, c'est la seule chose qu'il m'ait jamais achetée. Mais alors que je grignotais mon muffin et le regardais fixé sur son téléphone, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Je ne pouvais pas entraîner Jessie dans cette mission, puisque ses études occupaient son attention pour le moment. C'est bon, je peux m'en occuper toute seule. Et cette fois, je ne vais pas m'évanouir, je le jure. J'ai fait mes recherches et j'ai trouvé le logiciel d'espionnage parfait. Je sais, je n'approuve pas ce genre de comportement en temps normal, mais Brice cachait quelque chose et je devais découvrir ce que c'était. Le logiciel était simple à utiliser. Je devais juste trouver un moyen de l'installer sur le téléphone de Brice. L'application elle-même pouvait être cachée, me donnant la possibilité de lire ses messages sans qu'il le découvre jamais. Parfait. Mission 1, comment installer ce logiciel sur le téléphone de Brice rapidement. Ce n'est pas une tâche facile, car Brice est tellement obsédé par son téléphone qu'il dort même avec. Il lui arrive de s'en éloigner, mais c'est pour quelques minutes maximum. Il fallait donc que je fasse vite. Il m'a fallu une journée entière d'entraînement pour battre le record des 3 minutes. Je l'ai essayé encore sur 4 téléphones différents et à des moments différents de la journée pour m'assurer que ça marcherait à tous les coups. Et à la fin, je ne pouvais plus plier mes doigts. Ouch. Mission 1 accomplie. Entraînement réussi, même sous la pression du temps. Mission 2, détecter son code d'accès. Je ne savais pas quel était son stupide mot de passe, seulement que ce n'était certainement pas la date de notre anniversaire. Nous sommes allés au café et comme d'habitude, il était fixé sur son téléphone. Alors j'ai pris le mien, j'ai fait semblant de jouer à des jeux, mais en fait j'ai allumé la caméra et j'ai commencé à enregistrer pour pouvoir suivre la position de ses doigts quand il taperait le code. Ça a pris des heures, littéralement. Brice a fini par donner une pause à son téléphone pour commander des snacks, dont après ça, il a pu déverrouiller son téléphone à nouveau. Ouf! Enfin, après 1 heure de vidéo, j'ai eu les images dont j'avais besoin. Ok, détective m'a dit, à vos marques, prêt, partez. J'ai revu la vidéo et commencé à l'analyser dès que je suis rentrée chez moi. Je fixais l'écran en suivant des yeux les mouvements de la main de Brice. Il est peut-être rapide, mais chérie, ta fille a déjà une longueur d'avance. Il n'a pas fallu longtemps pour que je découvre les chiffres utilisés. Facile à faire. Mission 3. Action. Quoi de mieux qu'un charmant pique-nique pour terminer ma quête. Et comme prévu, Brice est resté assis là, le téléphone dans la main pendant tout ce temps. Oh, je n'étais même plus sûre de pouvoir mener à bien cette mission. Mais je me suis dit que le moment viendrait sûrement. Après quelques heures, il s'est ennuyé à mourir. Et sans même me regarder, il a grommelé. Bébé, rentrons à la maison. J'ai immédiatement crié. Non, pas avant... je veux dire, c'est tellement plus agréable ici. Je veux rester un peu plus longtemps. Toi, juste... fais une sieste. Bien, réveille-moi quand tu es prête. J'ai attendu patiemment qu'il s'endorme. Il faisait de légers ronflements. Ah, trop mignon. J'étais si nerveuse que je me suis mordu la lèvre inférieure en sortant doucement son téléphone de sa poche. Puis, je lui ai tourné le dos et j'ai tapé le code d'accès avec mes mains tremblantes. Et j'y suis arrivée. Yes! J'étais si heureuse que j'ai failli oublier et crier. J'ai tout fait en un temps record, mais il s'est soudainement retourné. « Qu'est-ce que tu fais ?» m'a dit. « On peut rentrer à la maison maintenant ?» Il a bâillé. « Oh mon Dieu, mon cœur s'est arrêté. » « Ah, encore quelques minutes, je retouche les jolies photos qu'on a prises. » « Eh bien, dépêche-toi. » Ouf, il s'en est fallu de peu. J'ai attrapé mon téléphone pour vérifier que ça fonctionnait. Ensuite, j'ai activé le mode silencieux immédiatement. Mais ça l'a quand même réveillé une 2e fois. Même si j'avais envie de fouiller dans ses messages, je savais que je devais attendre. Nous sommes donc rentrés à la maison. Oh, c'était une vraie avalanche de messages de filles. Il y en avait des dizaines. Toutes sauvegardées sous des noms comme moniteur et professeur. Il avait même utilisé ma phrase de drague sur certaines d'entre elles. Es-tu fait de cuivre et de tellurium? Parce que tu es vraiment mignonne. Puis, j'ai soudainement vu un visage familier. Jessie. Quoi? Oh, ma meilleure amie sortait secrètement avec mon petit ami. Mon cœur s'est effondré. Ça craint. Ça n'avait aucun sens. Si Jessie aimait Brice depuis le début, pourquoi elle m'avait encouragée à flirter avec lui? Bon sang, les messages entre eux remontent à très loin. Puis, j'en ai vu un qui m'a brisé le cœur encore une fois. La famille de Maddy est pleine aux as. Bébé prétend être son petit ami et elle t'achètera tout ce que tu veux. Mais ne va pas plus loin. Ça expliquait donc sa timidité. Pourquoi il me regardait à peine et pourquoi après 2 mois de relation, il n'avait pas essayé de m'embrasser.
Puis, un message récent de Brice à Jessie a attiré mon attention. Elle est tellement ennuyeuse. J'ai assez d'argent pour nous maintenant, donc je vais la larguer la semaine prochaine. Comment ose-t-il ? Seulement, à l'insu de Jessie, Brice avait des dizaines de filles sur le feu. En fait, il devait rencontrer une fille appelée Tiffany au cinéma demain soir. Il était temps de se venger. Alors, en me faisant passer pour Brice, j'ai envoyé un SMS à toutes les filles, y compris Jessie, pour qu'elles viennent au cinéma demain à 20h. J'ai emprunté la casquette de baseball de mon père. J'ai porté mes lunettes de soleil surdimensionnées et je suis arrivée tôt pour ne pas manquer le spectacle. J'ai même acheté du popcorn et un coca parce que je ne voulais des rafraîchissements pour regarder ce blockbuster. Oh. Puis, à 20h précise, Brice s'est approché et boum, les filles sont arrivées une par une, ont compris ce qui se passait et ont commencé à se disputer avec lui et entre elles. Tiffany a jeté son popcorn sur sa tête. Hilarant. Et une autre fille l'a traité d'abruti et l'a frappé avec son sac à main pendant que les autres criaient et lui tiraient les cheveux. Et moi, je me suis cachée en arrière-plan et j'ai secrètement filmé tout ça. Oh mon cœur, tu es tellement foutu. Waouh. Jessie, notre personnage principal, est apparue. Elle a jeté un coup d'œil au cercle qui se déroulait devant elle et a instantanément pris l'allure d'un lion prêt à bondir. Elle s'est précipitée sur Brice, lui a pincé les oreilles et l'a traîné en disant d'une voix haute perchée « Aïe, aïe, Jess, c'est toi qui m'as appris tout ça. Je vous appelle plus tard, babe. » Quand ces deux-là ont failli me dépasser, j'ai enlevé la casquette et les lunettes de soleil et je leur ai sauté dessus. Voilà. Est-ce que quelqu'un pourrait venir les aider à ramasser leurs mâchoires sur le sol ? Ah, tu ne t'attendais pas à ce que Maddie ait un cerveau, hein ? Je ne suis pas restée pour leurs explications. J'ai préféré m'éclipser. Mais je lui ai envoyé un petit souvenir. Jessie est ma meilleure amie. Je dois donc partager tout ce qui est intéressant avec elle, n'est-ce pas ? Passe une bonne nuit, ma meilleure amie. Et mon petit ami ABCDEFGH, toi aussi. Mais laisse-moi ajouter le IJK. Je plaisante. Ouais. Quant à moi, j'ai décidé de faire une pause aux histoires de cœur pour le moment, car cela m'a appris une leçon inestimable. Ne pas s'amouracher des beaux garçons. Oh, et méfiez-vous des soi-disant meilleures amies. Au revoir, Tata. Je lui ai fait signe de la main. Je te promets que je serai bien toute seule à la maison. C'est bien. Je reviendrai bientôt, Bae. Puis elle est partie. C'est ma tante Anna. Je suis restée avec elle pendant que mes parents étaient en vacances. J'étais sur le point de retourner dans le salon quand on a sonné à la porte. Alors, j'ai immédiatement couru vers la porte et regardé par le Judas. Ah, c'était maman. J'ai rapidement ouvert la porte et je me suis précipitée pour la serrer très fort dans mes bras. Maman, comment se fait-il que tu sois rentrée si tôt ? Maman a caressé mes cheveux et m'a dit doucement. Oh, ma chérie, je suis venue te chercher. Comment puis-je laisser ma petite princesse seule ? Maintenant, dépêche-toi de préparer tes affaires. J'ai jeté un regard confus. Mais tante Anna est à l'épicerie. On ne devrait pas l'attendre ? Elle a secoué la tête. Non, chérie, je l'ai déjà appelée. Nous avons donc rapidement emballé mes affaires. Et maman m'a conduit à l'extérieur vers une voiture plutôt vieille, qui était complètement différente de notre BMW habituelle. Maman ? Où est papa ? Ce n'est pas notre voiture, lui ai-je demandé. Elle s'est agenouillée devant moi et m'a dit en souriant. Papa nous attend à la plage. On va bien s'amuser. J'ai sauté toute contente. Youpi ! J'avais hâte de faire des châteaux de sable et de barboter dans la mer. C'était trop cool. En chemin, j'ai dû m'endormir, car lorsque j'ai ouvert les yeux, il faisait déjà nuit dehors. Je suis sortie de la voiture et j'ai regardé autour de moi. Où était l'océan ? Tout ce que je voyais, c'était une petite maison dans un quartier inconnu. Béatrice, c'est notre nouvelle maison. Juste toi et moi, à partir de maintenant. Les mots soudains de maman m'ont totalement réveillée. Maman ? Pourquoi ? Et papa ? J'ai bégayé. Écoute, je suis désolée. Je ne peux pas te l'expliquer pour le moment. Tu es trop jeune pour comprendre. J'avais tellement de questions qui tournaient dans ma tête, mais en regardant le visage triste de maman, je savais que je ne devais pas lui en poser plus. Le lendemain matin, je me suis réveillée contente et curieuse de notre nouveau départ ici. J'ai ouvert le rideau et j'ai vu un groupe d'enfants de mon âge qui jouaient de l'autre côté de la rue. Alors sans réfléchir, je me suis précipitée dehors pour les rejoindre. « Bonjour, je suis Béatrice. » Soudain, ma mère est sortie de nulle part, un regard affolé sur le visage en criant « Je t'ai dit de rester à l'intérieur !» et m'a ramenée à la maison. Tout le monde était bouche bée devant nous, y compris l'homme qui vivait de l'autre côté de la rue. C'était si embarrassant. Dès que la porte s'est refermée, sur un ton sérieux, elle m'a dit
Nous venons d'emménager ici. Tu ne devras pas te lier d'amitié avec des inconnus aussi vite. Et ne parle pas trop de toi. D'accord ? Maman ne s'était jamais opposée à ce que je joue avec d'autres enfants avant. Mais alors, pourquoi maintenant ? Cela n'avait aucun sens. Après cela, elle ne m'a laissé sortir de la maison que pour aller à l'école et elle a toujours gardé un œil sur moi. C'est pourquoi je n'ai jamais pu me faire d'amis ici. Je lui en voulais tellement. Je me sentais si seule. Ce qui est bien, c'est qu'elle n'avait pas beaucoup de règles à la maison. Alors je pouvais passer toute la journée à regarder des dessins animés tout en mangeant des cochonneries et ça ne la dérangeait pas du tout. C'était génial. Car avant que nous déménagions ici, papa et maman ne me laissaient jamais faire ce genre de choses. Mais finalement, j'en ai eu marre de ces cochonneries. Je me sentais un peu mal. J'avais envie de spaghettis spéciaux de maman avec de la sauce au crabe. Alors je l'ai suppliée d'en faire. Au début, elle a refusé, disant qu'elle était très occupée. Alors j'ai continué à pleurnicher jusqu'à ce qu'elle accepte finalement. Plus tard, je suis allée dans la cuisine pour le dîner et la pièce était un véritable chaos. Des casseroles et des poêles partout. Maman avait l'air aussi désordonnée en me passant une assiette de spaghettis et boulettes de viande au lieu de son plat spécial. Bon, d'accord, ça avait l'air délicieux quand même. Alors j'en ai pris une pleine fourchette sous le regard de maman. De l'eau! J'ai besoin d'eau! Mon Dieu, c'est tellement salé! Maman a rapidement remplacé mon assiette de pâtes par une boîte de poulet frit et a dit « Aujourd'hui, je suis occupée, donc j'ai été un peu distraite. Désolée chérie. » Sa maladresse m'a fait rire. « Non, c'est pas grave maman. » Maman semblait en effet très occupée ces derniers temps, car son téléphone sonnait sans cesse. Les appels arrivaient même tard le soir quand je dormais. Alors, elle sortait toujours discrètement pour répondre. Je suppose que c'est difficile d'être une mère célibataire après tout. Alors j'ai essayé d'être plus compréhensive. Et c'est ainsi que le temps a passé. Rester à l'intérieur et ne pas avoir d'amis est devenu la norme pour moi. Pourtant, je m'asseyais souvent près de la fenêtre et je regardais avec nostalgie les enfants qui jouaient dehors. Un jour, alors que je faisais ça, maman est apparue et m'a demandé si je voulais aller au parc d'attractions voisin. Waouh! Y a-t-il quelque chose de mieux que ça? Je me suis levée d'un bond, j'ai applaudi avec enthousiasme et je l'ai prise dans mes bras. Honnêtement, le parc était assez petit et avait l'air un peu fatigué. Mais ça n'avait pas d'importance, car c'était la meilleure journée que j'ai jamais eue. Maman n'a jamais aimé les manèges ou les jeux, mais aujourd'hui c'était différent. Elle était même très contente quand elle a vu le jeu de lancer de sacs de sable, et elle a fait tomber les boîtes de conserve d'un seul coup et m'a fait gagner ce lapin géant en peluche. Je ne l'avais jamais vue s'amuser comme ça avant. Ma mère est tellement cool. Après, maman m'a laissée assise sur un banc et elle est partie acheter des glaces. Soudain, je l'ai vue revenir en courant, et sans glace. Elle m'a pris la main et m'a dit d'un ton pressant « Il faut rentrer à la maison, on déménage ». Donc, nous avons emballé nos affaires et nous sommes partis à la hâte. Je n'arrêtais pas de demander à maman ce qui se passait, mais elle a esquivé mes questions. Pendant le trajet en voiture, je l'ai entendue marmonner pour elle-même. « Nous allons dans un nouvel endroit, ce sera excitant, une nouvelle aventure. Oui, tout ira bien cette fois. » J'étais peut-être jeune, mais je n'étais pas stupide. Je savais qu'elle cachait quelque chose. Mais c'est ma mère et je ne voulais pas la contrarier en l'assaillant de questions. Alors j'ai gardé le silence et j'ai fini par m'endormir. Une fois de plus, je me suis réveillée dans un endroit inconnu et j'ai regardé par la fenêtre. Je n'étais pas aussi préoccupée par cet endroit que par le précédent. Je ne voulais pas m'y attacher, car je ne savais pas combien de temps il faudrait avant que maman ne nous fasse déménager à nouveau. Mais il y avait quelque chose qui me dérangeait. De l'autre côté de la rue, il y avait un homme qui regardait directement notre nouvelle maison. Il était identique à notre précédent voisin. Peut-être qu'il venait de déménager lui aussi? Quelle coïncidence! J'ai parlé de cet homme à maman, et elle m'a dit qu'elle ne le connaissait pas et m'a sévèrement interdit de le fréquenter. À l'école, j'étais l'enfant bizarre qui ne parlait à personne. Plus je grandissais, plus je me sentais mal. Les autres enfants se moquaient de moi et je les entendais me traiter de bizarre dans mon dos. Je me sentais si seule et déprimée. Alors à la maison, je m'asseyais souvent près de la fenêtre avec un livre et j'essayais d'imaginer que les aventures que je lisais m'arrivaient à moi. Pire encore, maman agissait encore plus bizarrement que d'habitude. L'autre jour, en rentrant de l'école, je l'ai trouvée en train de jeter des aliments parfaitement bons hors du réfrigérateur. Certains étaient même tout neufs. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait et elle a répondu « Ils ont moisi, alors je m'en débarrasse ». Puis elle a commencé à frotter le frigo. L'odeur ne part pas. Pourquoi ça ne part pas? De quoi parlait-elle? Tout semblait aller bien. Qu'est-ce qui se passe? J'ai alors découvert que maman quittait souvent la maison tard la nuit et ne revenait pas avant l'aube. Je savais que si je lui posais la question, elle ne dirait rien. Alors cette nuit-là, je me suis faufilée dehors et je l'ai suivie.
Maman portait des vêtements sombres et un chapeau, et une grande écharpe couvrant son visage, même s'il ne faisait pas si froid dehors. Pourquoi ce déguisement? Puis, pouvez-vous le croire, je l'ai aperçu allant chez le voisin et le câlinant sous son porche. J'ai sauté hors de l'obscurité et j'ai crié « Maman, qu'est-ce qui se passe? Je croyais que nous n'étions pas censés parler à cet homme. » Elle m'a jeté un regard alarmé. À ce moment-là, maman a reçu un texto. D'une voix paniquée, elle m'a dit « Béatrice, on doit partir, maintenant. Je t'expliquerai tout plus tard, je te le promets. » Juste après, l'homme mystérieux nous a fait un signe et nous a dit de monter dans sa voiture. Puis, il a filé dans la nuit. Après avoir repris mes esprits, je me suis tournée vers ma mère et je lui ai demandé « J'espère que t'as une explication à tout cela. » En fait, on est en danger, chérie. C'est ton père. Il est un imposteur. Je m'en suis rendu compte seulement quand j'étais en vacances avec lui et je le fuis depuis. Quoi? Je n'avais jamais soupçonné mon père d'être quelqu'un d'autre. Cela n'avait aucun sens. Puis, à travers les sanglots, ma mère a continué à dire que mon vrai père était en fait membre d'une organisation secrète, mais qu'il avait disparu depuis un moment et que maintenant l'organisation était après nous. Elle recevait souvent des messages et des appels anonymes la menaçant. Elle ne voulait pas que je parle à des étrangers au cas où ils seraient des espions. Et les fois où elle jetait toute la nourriture, c'était parce qu'elle avait reçu des messages menaçant d'empoisonner la nourriture dans notre maison. Elle a essuyé ses larmes puis a dit « Voici Jack. Nous sommes allés à l'université ensemble et il m'a été d'une grande aide. Nous sommes tombés amoureux mais je n'ai pas osé te le dire car j'avais peur que tu ne comprennes pas. J'ai regardé ce Jack. Je ne sais pas, il y avait quelque chose de bizarre chez lui. Mais peut-être que j'étais juste paranoïaque. Je veux dire, il avait aidé maman, non? Ah, qu'est-ce que c'est? Depuis que j'ai découvert l'organisation secrète, je suis un peu nerveuse. Et s'ils arrivaient soudainement et nous emmenaient maman et moi? Je sais que maman est inquiète aussi, car elle semble si distante. Je veux juste que les choses aillent pour le mieux. Puis, Noël est arrivé. C'était un Noël un peu spécial, car pour la première fois depuis que nous nous sommes cachés, nous avons eu des invités. Enfin, un invité. Jack. Nous avons levé nos verres pour un joyeux Noël, mais au lieu de le poser, ma mère l'a englouti d'un seul coup. « Maman, est-ce que tu bois ce soir ?» J'ai demandé sceptiquement. « Bien sûr, ma chérie. C'est Noël. Laisse-moi te dire que je n'en suis pas moins un homme quand il s'agit de boire. Haha !» Je me suis mordillé la lèvre en pensant à tout ça. Maman était allergique à l'alcool, et elle ne buvait que de minuscules gorgées, tout au plus. Soudain, une idée m'a traversé l'esprit. Peut-être que papa n'était pas l'imposteur après tout. Peut-être que c'était maman depuis le début. Elle aimait les montagnes russes, alors que dans mon souvenir, maman avait le vertige. Elle ne savait pas cuisiner. Elle aimait maintenant Jack, un homme étrange, et elle pouvait boire de l'alcool sans être malade. Si c'était vrai, alors à qui je pouvais faire confiance maintenant? Quelque chose n'allait pas. J'avais un pressentiment. Alors le lendemain, je suis secrètement allée chez les flics au lieu d'aller à l'école comme d'habitude. J'ai alors découvert quelque chose de fou. Il s'est avéré que mes vrais parents me cherchaient depuis 6 ans. Oh mon Dieu! Quant à la mère avec qui je vivais, qui était-elle? J'ai essayé de rester calme en attendant que la police contacte mes parents en premier. Et dès qu'ils sont arrivés, nous avons tous les 3 fondu en larmes. C'est alors que ma vraie mère a dit toute la vérité. En fait, elle avait une sœur jumelle appelée Linda. Personne d'autre n'avait su pour Linda, car à cause de ses problèmes de dette, mon grand-père l'avait rejetée et lui avait interdit de se montrer devant la famille. Mais ma mère ne pouvait pas renier sa propre jumelle. Alors elle lui donnait secrètement de l'argent. Puis une fois, Linda a demandé trop d'argent et ma mère a refusé. À l'improviste, elle est venue et m'a emmenée pour faire pression sur ma mère afin qu'elle lui envoie plus d'argent. Pendant ce temps, ma mère continuait à transférer de l'argent pour s'assurer qu'elle subviendrait à mes besoins. Elle n'avait pas donné plus d'informations sur Linda aux flics, parce que maman voulait d'abord la tirer d'affaire pour que sa sœur n'ait pas d'ennui. Waouh, c'était beaucoup à encaisser. Après cela, maman a couru vers papa qui était en ligne pour parler à la police. Elle a attrapé sa main et l'a supplié de donner une chance à tante Linda. Comme vous le voyez, je n'ai pas pu avoir une enfance normale à cause de ma tante. Ce qu'elle avait fait était mal. Mais il y avait une partie de moi qui prendrait toujours soin d'elle, car elle m'a élevée pendant toutes ces années. Et mon cœur m'a poussé à dire « Papa, je ne veux pas la dénoncer non plus. » Mon père m'a regardé avec hésitation, mais finalement il a hoché la tête en signe d'approbation. Nous avons donc décidé de régler cette affaire nous-mêmes, sans l'intervention de la police. Le lendemain, comme prévu, j'étais dans le jardin avec ma fausse maman, lorsque sa jumelle identique est arrivée chez nous et l'a confrontée. Une fois que ma tante Linda s'est remise du choc initial, elle m'a tout avoué.
C'était triste, mais je suis contente que tout soit terminé maintenant. Maman a payé les dettes de sa sœur à une condition, qu'elle ne puisse plus jamais m'approcher. Maintenant, je suis de retour à la maison, avec mes vrais parents. Il va falloir que je m'y habitue, car j'ai oublié comment me faire des amis et sortir seule, ça me rend nerveuse. Il semble que les souvenirs de l'aventure avec ma tante Linda risquent de me poursuivre pendant un certain temps encore. Je sais que je dois essayer d'aller de l'avant. Je ne peux pas revenir sur les 6 dernières années, mais je peux faire de mon mieux pour essayer d'embrasser l'avenir. Ouais, voici un autre lot de factures qui s'ajoute à la pile. Oh, salut, je suis Zoé, une jeune diplômée devenue employée de bureau avec un salaire minable. Je peux à peine payer la nourriture et le loyer, sans parler de ma dette universitaire. Ce ne serait pas si grave s'il n'y avait que moi, car je pourrais me contenter de soupe aux nouilles. Mais je devais aussi penser à Birdie, ma petite sœur. Oh, elle est rentrée de l'école. Zoé, j'ai trouvé papa aujourd'hui. Hein? Je l'ai regardée avec un sourire en coin. En fait, ce n'était pas nouveau. Vous voyez, nos parents sont morts alors que Birdie n'était qu'une petite fille. Alors elle avait envie d'avoir des parents comme ses amis. Elle me disait souvent Zoé, tu es comme ma maman. Mais Clara et Polly ont aussi des papas et j'en veux un aussi. Elle était si innocente que chaque fois qu'elle voyait un homme sympathique dans la rue, elle me demandait Est-ce mon papa? Allez, viens ici. Comment était l'école aujourd'hui? Papa est vraiment très beau et il vit dans une grande maison. Viens, je vais t'emmener le voir. Oh mon Dieu, ce n'était pas une maison. C'était un manoir. Confuse, j'étais sur le point d'interroger Birdie à ce sujet, mais elle a commencé à sonner la cloche plusieurs fois. Avant que je ne puisse l'arrêter, quelqu'un semblant être le majordome est sorti et nous a joyeusement fait entrer sans poser de questions. C'est bizarre. Je sirotais mon thé glacé et regardais autour de moi, absorbant la riche énergie, quand soudain, un homme très élégant s'est approché. Le voilà, c'est papa. Hein? C'était si confus. Et la voir faire un câlin à un étranger était super embarrassant. J'ai parlé avec le gars pour comprendre ce qui s'est passé, et apparemment il s'appelle Harry et il a 22 ans comme moi. Hein? C'est dingue! Il a l'air beaucoup plus vieux, et il agit comme tel. Quant à l'histoire du papa, il s'avère que Birdie attendait le bus scolaire et a vu une femme laisser tomber son portefeuille. Elle s'est donc précipitée pour le ramasser et s'apprêtait à le rendre, mais la femme s'est retournée, a vu Birdie le tenir et l'a accusé d'être une voleuse. Juste à temps, Harry est apparu et a prétendu être son père pour régler l'affaire. Puis il l'a emmené au manoir et le lui a fait visiter. C'est donc ce qui s'est passé. Oh, ma sœur. Birdie m'a tout raconté. C'est une enfant si précieuse. Je l'adopterai volontiers. Pas question! Pourquoi pas? Tu aimes être ici, pas vrai, Birdie? Zoé, j'aime vraiment cet endroit. Je peux jouer avec Oreo autant que je veux et maintenant, j'ai un papa, tout comme Clara et Polly. Mais je ne peux pas la laisser seule ici. Bien sûr que non. Tu peux rester avec Birdie. Quoi? Comment une si bonne personne peut-elle soudainement tomber du ciel? Sceptique, j'ai dit à Harry que j'avais besoin de plus de temps pour réfléchir. Il a souri et m'a tendu sa carte de visite en me disant de l'appeler quand je voulais. Qu'est-ce que c'est? Harry Atkins, le fils aîné du président de ATLAC Corporation. Incroyable! Son nom était partout sur Internet, comme étant un jeune homme riche et éduqué. Si c'était le cas, alors ça devait être réglo, n'est-ce pas? Oh, je ne peux pas payer tout ça. Ma sœur et moi méritons mieux que cette vie. Et puis, ce serait bien d'avoir un endroit où rester gratuitement, non? Alors, le lendemain, je suis allée voir Harry et je lui ai proposé de l'aider à faire le ménage en échange. Harry a accepté et a présenté un contrat préparé. Un contrat? D'accord, mais il y avait une clause qui m'obligeait à ne pas mentionner que j'étais la sœur de Birdie. C'était un peu bizarre. Mais tant pis, ça n'avait pas d'importance. C'était pour notre nouvelle vie luxueuse. Attends, mais est-ce que ça veut dire que je dois aussi l'appeler papa? Donc, ouais, ma nouvelle vie a commencé et, oh mon Dieu, c'était formidable! Une femme de chambre me ramenait le petit déjeuner au lit et faisait toute ma lessive. Pas besoin de mon aide aux tâches ménagères, il y a en fait plus de domestiques dans cette maison que de personnel dans mon bureau. Il est donc évident que je n'ai plus rien à faire. Malgré tout, j'ai voulu me rendre utile, parce que les entendre m'appeler mademoiselle me mettait dans l'embarras. Pourtant, il s'est avéré que je suis nulle pour les tâches ménagères. Une fois, j'ai mis la veste de costume d'Harry dans la machine à laver et j'ai fini par l'abîmer, ce qui l'a fait arpenter la pièce de long en large en colère. Et puis, il n'arrive jamais à dire quelque chose de gentil sur moi. Toujours à se plaindre des fleurs que j'ai achetées,
ou à dire que les muffins que j'ai passé des heures à préparer étaient trop moelleux. Il a jeté tous mes objets faits main parce qu'il pensait que c'était des déchets. Quel homme grossier! Oh, attendez, ce n'est même pas un homme. C'est juste un enfant têtu qui ne se soucie pas des sentiments des autres. Je vous le dis, s'il n'y avait pas Birdie et ce contrat, Mais ce ne sont que des petits reproches. En général, notre vie ici était géniale. Birdie est très heureuse, et la voir vivre sa meilleure vie me fait sourire. Mais, à mon insu, il s'est avéré que c'était le calme avant la tempête. La tempête Rachel, la fiancée promise d'Harry depuis son enfance. Elle vient d'une famille riche et est considérée comme une alliance de mariage convenable pour la famille d'Harry. J'ai entendu les domestiques dire que Harry est le successeur de l'entreprise, donc quand il épousera Rachel, l'entreprise sera encore plus florissante. Dès qu'elle m'a vue, Rachel n'a cessé de demander à Harry « Hey, qui est-ce? Pourquoi est-elle là? Et cette fille aussi? Pourquoi y a-t-il un enfant dans la maison? » Qui est cette dame effrayante? En entendant cela, Rachel m'a regardé de la tête aux pieds et a commencé à me poser des questions. « Pourquoi es-tu ici? Comment connais-tu Harry? Quand est-ce que tu pars? » Assez! Quel soulagement! Harry est intervenu juste à temps et l'a entraîné dans la salle de lecture. Rachel a suivi Harry, mais n'a pas oublié d'enrouler ses bras autour de son cou en me regardant d'un air satisfait. Hein? Qu'est-ce que cela est censé vouloir dire? Oh! Est-elle jalouse? Si c'est le cas, elle perd son temps. Parce que c'est vrai que j'ai le béguin pour quelqu'un, mais ce n'est pas Harry. Vous voyez, l'autre semaine, je rentrais de l'épicerie quand j'ai rencontré l'amour de ma vie. Mon sac à provisions s'est déchiré et mon soda, mes cookies et mes frites sont tombés. J'essayais de tout ramasser sans me faire écraser quand soudain un gars est apparu et m'a aidé, puis il m'a ramené chez moi. Il s'appelle Marcus et il est tellement sexy. Après ça, on a échangé nos numéros et on s'envoie des textos depuis. Il est si facile de parler à Marcus que je me suis confiée à lui sur tout, de l'adoption de Birdie au fait que je travaille maintenant comme femme de ménage. Il est si doux et gentil et j'ai l'impression que je peux tout lui dire. C'est le prince de mes rêves. Bref. Ma vie étrange au manoir continuait. Une chose est sûre, Harry était génial avec Birdie. Pour son anniversaire, il lui a fait la surprise d'une sortie au parc d'attractions. Je dois admettre que nous nous sommes beaucoup amusés ensemble. Birdie nous a fait monter 5 fois sur le carrousel, puis nous avons eu des glaces. Soudain, j'ai remarqué que Harry me regardait bizarrement. « Quoi? Tu as de la glace sur les lèvres. Ici. » Il s'est penché vers l'avant et a doucement essuyé la glace avec une serviette. À ce moment-là, une foule s'est précipitée et Harry a tendu la main pour nous rapprocher de lui, Birdie et moi. Nos regards se sont croisés et... pourquoi avais-je la chair de poule et le cœur qui battait à la chamade? Qu'est-ce que ça veut dire? A-t-il fait ça intentionnellement ou non? Et pourquoi ai-je eu ce sentiment étrange? Alors que j'étais encore plongée dans mes pensées, Harry a arrêté la voiture et a dit qu'il devait passer chez son frère pour prendre des dossiers. Hein? Ce n'est pas... Marcus? Marcus? J'ai balbutié. Vous vous connaissez? Je n'ai pas répondu, j'ai plutôt porté mon attention sur Birdie. En rentrant, je me suis demandé pourquoi Marcus ne m'avait jamais dit qui il était. Je lui ai demandé par texto, et il m'a répondu qu'il ne s'entendait pas, donc il ne voulait pas que je le sache. Malgré tout ça, je suis restée éveillée toute la nuit, à penser à Marcus, et aussi à Harry. La moindre des choses est de dire que j'étais confuse à propos de tout. Puis, Marcus et Rachel se sont soudainement pointés à la maison d'Harry un jour avec un sac d'épicerie. Rachel a annoncé qu'elle préparait un gâteau car c'était bientôt son anniversaire et que nous devions tous y assister. Ok, bizarre, mais peu importe. J'étais en train de préparer la pâte lorsque Marcus a pris ma main remuante et a insisté pour m'aider. Soudain, Harry s'est interposé entre nous. En voyant cela, Rachel a tiré sur le bras d'Harry et l'a éloigné. J'ai écarquillé les yeux d'horreur en voyant le mélange voler en l'air et nous éclabousser au ralenti. Nous sommes restés là, couverts de pâte à gâteau, tandis que nous échangions des regards en feu. Ok. Donc, après cette petite scène, je pense qu'il est clair que Harry a des sentiments pour moi. Plus tard, quand Marcus et Rachel sont partis, et que je venais de prendre une douche, Harry a frappé à ma porte et m'a dit en souriant. « Zoé, il y a un dîner de famille demain où tu vas rencontrer mes parents. T'inquiète, tu n'auras rien à dire. En guise de remerciement, je vais payer tes dettes d'université. » D'accord, c'était bizarre, mais à ce stade, j'avais appris à ne plus poser de questions. En plus, ce serait bien d'être libre de toutes ces dettes. Et c'était juste un dîner, n'est-ce pas?
Je veux rompre les fiançailles avec Rachel. C'est ma petite amie et nous avons déjà un enfant ensemble. Quoi ? J'ai failli crier de surprise, mais Harry m'a serré la main pour m'empêcher de dire quoi que ce soit. Alors je suis restée assise, l'air abasourdi. À ce moment-là, Marcus et Rachel ont fait irruption. « Arrête cette comédie! Maman, papa! Ce n'est pas sa petite amie. Et cette petite fille est en fait sa sœur. »« C'est juste une pauvre servante. » »« Oui, c'est vrai. Je le savais depuis le début. J'ai demandé à Marcus de faire semblant de t'aimer pour avoir des preuves. »« Qu'est-ce que c'est que tout ça? » ?»« Maman, papa, un menteur comme lui ne mérite pas d'être l'héritier de votre entreprise. J'espère que vous le reconsidérerez. » Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe ici? Petite amie? Mon enfant? L'héritier de quoi? Je ne savais qu'une chose, c'est que j'avais été trompée à la fois par mon béguin et par Harry. Je me sentais comme une idiote. Alors j'ai vite attrapé Birdie, emballé toutes mes affaires et je me suis enfuie du manoir immédiatement. La pauvre innocente Birdie semblait si confuse. Elle demandait où était son père et pourquoi elle ne pouvait pas rester avec lui. J'ai pris ce qui restait de nos économies pour louer un petit appartement pour nous deux. La vie a repris son cours normal, avec les lettres de mise en demeure et tout le reste. C'était notre réalité, je le savais maintenant. Les 2 derniers mois étaient comme un rêve. Il était temps de se réveiller. Mais malgré tout, je me sentais triste chaque fois que je pensais à la façon dont Harry m'avait trompée. En fouinant sur Internet, j'ai vu un article sur la façon dont Marcus avait repris la société avant de faire faillite à cause de ses mauvaises décisions. Quant à Harry, il avait fondé sa propre start-up et ça avait l'air de bien fonctionner. Et puis, un jour ensoleillé, j'allais chercher Birdie à l'école quand une personne familière est arrivée à côté de moi. « Hey, c'est une belle journée, n'est-ce pas? »« Harry, qu'est-ce que tu veux? » ?»« Écoute, j'admets qu'au début, je t'utilisais juste pour me dégager de mes engagements avec Rachel. Mais ensuite, je veux toi et Birdie dans ma vie. Je t'aime, Zoé. Veux-tu rentrer à la maison avec moi? » Elina, pourquoi tu es juste ma cousine et pas ma maman? Clara m'a regardée avec des yeux curieux. Je savais d'où venait cette question, car le sujet de la semaine à l'école maternelle était la famille. Les paroles innocentes de Clara me remplissaient de culpabilité. Étais-je une mauvaise personne? Je me suis posé cette question tous les jours pendant les 4 dernières années. Oui, la petite fille à côté de moi n'était pas ma fille. Je l'ai volée à son vrai père, et je l'ai élevée seule depuis. Tout a commencé avec mon oncle Oliver, qui est un homme d'affaires prospère et une personne très aimable. Je lui dois beaucoup, ainsi qu'à ma grand-mère, car ce sont eux qui m'ont élevée après la mort de mes parents dans un accident de voiture lorsque je n'étais qu'une gamine. Mon oncle n'a pas ménagé ses efforts pour combler la figure paternelle manquante dans ma vie. Mais il voulait aussi avoir un enfant biologique à lui, ce qui était un problème assez délicat pour un homme asexué comme lui. Un soir, je venais de rentrer de ma soirée avec mes amis quand je l'ai vu assis à la table de la cuisine, la tête dans les mains. J'ai demandé « Mon oncle, qu'est-ce qu'il y a ?» Il m'a regardé avec des yeux rouges gonflés, a soupiré puis a dit « Lina, c'est vraiment idiot. C'est juste que c'est mon anniversaire le mois prochain et je n'ai pas la seule chose que je désire le plus au monde. » Je l'ai pris dans mes bras et je l'ai réconforté. Je savais qu'il avait toujours envie d'avoir un enfant et je voulais l'aider. Alors ensemble, nous avons étudié la possibilité de recourir à une mère porteuse. Mon oncle était si content et il a fait tous les papiers pour se procurer un ovule de donneuse. Maintenant, tout ce qu'il lui fallait, c'était une mère porteuse. Il est donc passé par une agence locale de mères porteuses qui lui a présenté 5 profils de mères porteuses potentielles. Je jure qu'il a dû relire chacun d'eux une centaine de fois. Mais il a fini par en choisir un. Une femme appelée Camille. Sur le papier, Camille semblait parfaite. Elle était âgée de 31 ans et avait déjà un petit garçon en bonne santé appelé Martin. Un contrat a été établi. Tous les soins médicaux de Camille seraient payés et elle recevrait également une somme d'argent assez importante. Puis, lorsque le bébé aurait 1 semaine, mon oncle l'élèverait seul. Tout cela semble parfait, hein? Eh bien, ça a vite pris une mauvaise tournure. Une fois que Camille est tombée enceinte, oncle Oliver a voulu être plus présent auprès d'elle pour pouvoir créer des liens avec le bébé. Une fois, je suis entrée dans le salon où de la musique classique était jouée et mon oncle appuyait sa tête sur le ventre de Camille pour voir si le bébé pouvait entendre la musique.
Bientôt, rentrer à la maison et trouver Camille là est devenu la norme pour moi. Au début, cela ne me dérangeait pas, car elle était toujours très gentille avec moi, et nous avions même eu de petites discussions de temps en temps. Mais un matin, alors que je descendais les escaliers pour aller travailler, je l'ai aperçue dans le jardin, en train d'aider ma grand-mère à arroser les fleurs. J'étais sur le point de m'approcher pour les saluer quand je l'ai entendu dire « Oliver est un homme adorable, mais il est tellement occupé que j'ai peur qu'il trouve que c'est un peu trop d'équilibrer entre un nouveau-né et le travail. » Puis ma grand-mère a dit « Ne t'inquiète pas, ma puce, il aura Lina et moi pour l'aider. » Mais Lina est si jeune et elle a sa propre vie à mener. Elle est toujours à une fête ou avec un garçon. Et on ne peut pas attendre de toi que tu t'occupes d'un bébé. Pas à ton âge. Je ne veux pas qu'une étrangère s'occupe de mon bébé. Alors que je pourrais aider. Quoi ? Son comportement si doux n'était qu'une façade, n'est-ce pas ? Comment ose-t-elle essayer de manipuler mon adorable grand-mère ? Quelques jours plus tard, je suis descendue au dîner pour voir Camille assise là. Elle m'a souri et m'a demandé comment était ma journée. Je n'ai pas cru à son numéro de gentillesse, mais je l'ai quand même répondu. À un moment donné, elle a soudainement sorti son téléphone. Puis son sourire s'est transformé en froncement de sourcils. « Oh non, Martin a de la fièvre. Je ferais mieux d'aller le voir. » Elle a immédiatement tiré sa chaise en arrière et s'est levée. Vous savez ce que c'est. Seul l'amour d'une mère peut faire en sorte qu'un petit se sente mieux. Puis elle est partie. Les paroles empoisonnées de Camille ont certainement touché grand-mère, qui se montre inquiète pour Martin et laisse échapper un doux sourire tandis que ses yeux suivent les pas de Camille. Et ce n'était qu'un début. Le jeu de Camille a continué, car quelques jours plus tard, elle s'est présentée sur le pas de notre porte en larmes. Puis, elle nous a raconté que le lieu de la fête d'anniversaire de Martin avait annulé la fête et qu'ils avaient refusé de la rembourser. Évidemment, mon oncle lui a dit qu'elle pouvait faire la fête chez nous et qu'il couvrirait les frais. Le jour de la fête, j'ai vu Camille passer à mon oncle tous les reçus pour le château gonflable, le musicien, le traiteur, etc. Elle a tapoté doucement son ventre et a souri. « Tu seras un père merveilleux. Tu sais, on pourrait toujours avoir un autre après celui-là. » Gratuitement, bien sûr. Plus tard, je l'ai vu murmurer quelque chose à Martin. Et l'instant d'après, il a couru vers mon oncle, lui a serré les jambes et a dit « Merci pour la fête, papa. » Puis Camille s'est précipitée vers lui, a caressé ses cheveux et a dit « Oh, chérie, ce n'est pas ton papa. Mais ce serait bien, n'est-ce pas, de vivre tous ensemble ici avec le bébé. Trop, c'est trop. » Alors, ce soir-là, j'ai confronté mon oncle et ma grand-mère à ce sujet. Je n'ai pas un bon pressentiment sur Camille. Je pense qu'elle essaye de rompre le contrat. Mon oncle a soupiré, puis a dit « Je sais. » Puis grand-mère a ajouté « Camille a raison. Oliver ne peut pas faire ça tout seul. Tu es trop jeune et je suis trop vieille. C'est donc logique que Camille reste dans le coin pour l'aider. C'est toujours mieux que d'avoir un inconnu dans les parages, non ? Je peux aider !» J'ai élevé la voix. « Plutôt moi qu'elle. Je n'ai pas confiance en elle. » Ma grand-mère a secoué la tête. « Mais c'est elle la mère. C'est elle qui porte le bébé. Leur lien est indéniable. Je sais ce que c'est que de perdre des gens qu'on aime. Camille va briser le cœur du bébé. J'en suis sûre. Elle ne pense qu'à elle. » Mon visage est devenu rouge alors que j'ai élevé la voix. Mon oncle est resté silencieux. Puis il a soupiré et est sorti de la pièce. J'ai couru après lui et je l'ai tiré en arrière. « Mon oncle, tu as fait ton choix dès le début. Pourquoi le changer maintenant ?» Il a répondu en gardant les yeux rivés sur le sol. « Ta grand-mère n'a pas tort. »« Quoi ?» j'ai crié. « Arrête de laisser cette sorcière Camille te manipuler. » Il a secoué la tête et il s'est éloigné. Oh mon Dieu! Ils étaient contrôlés comme des marionnettes. Il fallait que ça cesse. Donc, j'ai décidé de confronter Camille à ce sujet. Ma chance est arrivée le lendemain. Elle aidait à préparer le dîner, alors je lui ai dit « Je sais ce que tu manigances. Tu veux juste une vie facile sans aucun souci d'argent. C'est pour ça que tu les manipules. Mais tu ne peux pas me tromper. » Elle a arrêté de couper les carottes, puis m'a regardée. « C'est vrai ? Le truc, Lina, c'est que j'ai toujours ce que je veux. » Elle a fait un sourire maléfique, puis elle a enfoncé le couteau dans la carotte avec une telle férocité que j'ai sursauté. C'était officiel. Camille était folle. Mais je n'avais aucune preuve. Donc en fait,
il n'y avait absolument rien que je puisse faire à ce sujet. Comme prévu, la folie a continué. Le lendemain, je suis allée dans la chambre de grand-mère et je l'ai vue, l'air agité, fouiller dans son tiroir de chevet. Encore une fois, je ne trouvais pas mes pilules. Et il continuait à apparaître dans des endroits étranges. Elle semblait vraiment inquiète de perdre la tête. Plus tard, quand nous étions tous en train de dîner, Camille est allée au réfrigérateur et, surprise, devinez ce qu'elle y a trouvé. Ouais, les pilules de grand-mère. De toute évidence, Camille les avait mises là. Puis elle s'est approchée de grand-mère, lui a frotté l'épaule et lui a dit avec inquiétude « J'aurais dû m'occuper davantage de toi. Nous devrions te faire examiner par le médecin le plus tôt possible. L'âge peut être si cruel pour l'esprit, et je ne veux pas être distraite quand le bébé sera là. » Après cela, grand-mère semblait totalement convaincue qu'elle était trop vieille pour s'occuper d'un bébé, même après que le médecin lui ait dit que tout allait bien. De plus, elle était catégorique sur le fait que Camille devait emménager pour aider. Oh, quel serpent cette Camille! Un mois plus tard, le bébé est né. Une fille. Mon oncle l'a appelée Clara, comme ma mère. Nous avons tous pleuré des larmes de joie et l'avons accueillie dans notre famille. Camille a eu son souhait exaucé, et elle et Martin ont emménagé dans notre maison. Un matin, je suis descendue pour voir Camille tenant le bébé. Devant elle se trouvait le contrat déchiré. Je lui ai dit de partir et elle a souri et dit « Tu es une fille intelligente, Lina, mais tu n'es pas de taille face à moi. Je ne vais nulle part. C'est ma maison maintenant. Alors fais-toi à l'idée. » Je savais qu'il était inutile d'en parler à mon oncle et à ma grand-mère. Je ne pouvais pas laisser cette femme détruire ma famille. Elle était dangereuse. Je pouvais finir par blesser tout le monde. Elle ne s'arrêterait jamais jusqu'à ce qu'elle ait ce qu'elle veut. Et il n'y a pas moyen que je laisse cela arriver. Alors, quand Camille était dans la salle de bain, j'ai pris Clara dans mes bras. Et avant que je puisse m'en empêcher, je me suis enfuie de la maison et hors de leur vie. J'ai déménagé dans une nouvelle ville et j'ai trouvé un nouveau travail. Ce n'était censé être que temporaire, mais je suppose que j'étais trop égoïste et que j'avais peur de revenir en arrière. J'ai toujours été honnête avec Clara sur un point. J'étais sa cousine, pas sa mère. Alors, quand Clara a dit ces mots, « Lina, pourquoi tu es seulement ma cousine et pas ma maman ?» Je me suis sentie si coupable. Elle ne pouvait pas avoir de relation avec son père à cause de moi. Oui, j'avais voulu que ma famille sorte du piège de Camille, mais ce que j'ai fait n'était pas juste pour mon oncle. Je le savais maintenant. Je n'avais aucun droit d'éloigner sa fille de lui pendant 4 ans. Je me sentais si mal en pensant à la tristesse et à la blessure que j'avais dû causer à lui et à ma grand-mère. La culpabilité me rongeait et je savais que je ne pouvais plus continuer comme ça. J'ai donc appelé un vieil ami de la famille et je lui ai demandé d'approcher mon oncle. Plus tard dans la journée, mon ami m'a rapporté un message de sa part. « Camille est partie et ne reviendra pas. Tu avais raison à son sujet. Bien sûr, elle n'en voulait qu'à mon argent. Après ton départ, elle ne semblait plus du tout se soucier de Clara et a même menacé d'aller voir les flics pour te dénoncer si je ne la payais pas. S'il te plaît, reviens vers moi et ta grand-mère. Nous ne sommes pas contents de ce que tu as fait, mais nous savons que tu avais de bonnes intentions. On t'aime et on veut juste que nos filles reviennent à la maison. » Des larmes ont coulé sur mon visage. Ils avaient trouvé dans leur cœur la force de me pardonner. Fuir n'avait jamais été la solution, même si je l'avais fait avec de bonnes intentions. Il était temps d'arrêter de fuir, il était temps de rentrer à la maison. Alors, j'ai regardé la petite fille qui me rappelait tellement mon oncle. Clara, j'ai pris sa main. Tu es prête à rentrer à la maison chez ton papa ? Hé petite, pourquoi es-tu toute seule ? Comment tu t'appelles ? La première fois que j'ai remarqué cette petite fille, c'est le jour où j'ai découvert cette boulangerie épique près de mon école. Elle était toujours assise dans la ruelle à côté, portant les mêmes habits et étreignant un ours en peluche. Elle m'a regardée avec de grands yeux innocents et m'a répondu timidement « Je m'appelle Alex ». Puis elle s'est mise à pleurer avant de dire « Ma maman et mon papa travaillent tout le temps, alors je les attends ici. Parfois, ils partent plusieurs jours. » Oh, pauvre petite fille, elle doit mourir de faim parce qu'elle regarde constamment mon sachet de viennoiserie. Je lui en ai donné un et elle m'a dit que les pains au chocolat étaient ce qu'elle préférait. Waouh, comme moi. Pas étonnant que je me sois sentie attirée par cette petite fille. Elle l'a mangé si vite que je lui ai dit que j'allais lui en acheter un autre. Je ne supportais pas de la voir affamée. Comment ses parents pouvaient-ils la laisser comme ça ? J'ai couru aussi vite que j'ai pu, mais quand je suis revenue, elle était partie. Trop bizarre, je ne la voyais nulle part. Je suis rentrée chez moi, mais ce soir-là, je n'ai pas cessé de penser à elle. Ses parents étaient-ils venus la chercher ? Le lendemain, je suis retournée à la boulangerie. Et avant même d'y arriver, j'ai entendu des enfants crier. Je me suis approchée pour mieux voir.
Alex était là, recroquevillé par terre, pendant que des enfants lançaient son ours en peluche. Oh non, elle pleurait. Ça m'a énervée, alors je me suis jetée sur eux. « Hé, laissez-la tranquille, ou vous aurez affaire à moi !» Les brutes se sont enfuies et je me suis précipitée pour passer un bras autour d'Alex. Elle a essuyé ses larmes et a dit « Merci, à part mon ours, tu es la seule personne qui veut être mon amie. » La boule que j'avais au ventre ne pouvait pas être plus grosse. Puis, je lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle m'a raconté comment elle avait fait l'école buissonnière parce qu'elle était victime d'intimidation à cause de ses vieux habits odorants. Même sa maîtresse était méchante avec elle. Elle disait « Oh la vache, mon cœur ! Je ne pouvais pas le supporter. » Alors, je lui ai tendu la main. « Alex, je ne peux pas te laisser ici. J'ai toujours voulu avoir une petite sœur. Qu'est-ce que tu en dis ? Je promets que je te protégerai. » Elle m'a serré la main, ce que j'ai pris pour un oui. Puis on s'est levé et elle m'a demandé si elle pouvait me montrer quelque chose. C'était une aire de jeu. Dès que je l'ai vue, j'ai ressenti quelque chose au fond de moi. J'avais l'impression de connaître cet endroit. On a joué à la cage à écureuils, puis on a fait de la balançoire. Il y avait même un grand toboggan qui était super cool. On a joué pendant des heures. C'était comme si j'étais revenue en enfance. Enfin, si seulement je pouvais me souvenir de mon enfance. De ce que je sais, quand j'avais 8 ans, j'ai eu un gros accident. J'ai subi un traumatisme cérébral et toute ma mémoire s'est envolée. Depuis, j'ai suivi des thérapies et pris des médicaments. Mais c'est étrange d'être incapable de se rappeler de quoi que ce soit de ma vie d'avant. J'essaie de me concentrer sur le présent et je sais que j'ai de la chance d'être encore en vie. Cependant, parfois les migraines de l'accident deviennent vraiment insupportables. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand on était sur les balançoires. Je regardais le ciel en rigolant et la minute d'après, je me suis sentie glisser de la balançoire et atterrir par terre. La dernière chose dont je me souviens, c'est de voir Alex courir dans ma direction. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais dans un lit d'hôpital et mes parents me serraient les mains. Ces derniers temps, mes migraines devenaient plus fréquentes et ça inquiétait mon père et ma mère. Ma première pensée a été « Où est Alex ?» J'ai demandé à mes parents s'ils avaient vu une petite fille de 8 ans, mais ils ont eu l'air confus. J'ai compris qu'elle avait probablement pris peur et s'était enfuie. Elle ne quittait pas mes pensées pourtant. Alors dès que je suis sortie de l'hôpital quelques jours plus tard, j'ai commencé à la chercher. Mais elle n'était nulle part. Mais un élan en moi me poussait à continuer à la chercher. Je ne pouvais pas l'abandonner. Il fallait que je la trouve. J'ai couru jusqu'à l'aire de jeu où j'ai été soulagée de la voir sur une balançoire. Elle avait l'air triste, alors je lui ai demandé ce qui s'était passé et elle a éclaté en sanglots. « Ma famille, on a tout perdu. Un gang a ravagé notre maison. Ils ont tout pris. » Même moi, je me suis mise à pleurer après son récit. Comment pouvait-on être aussi cruel ? Elle m'a ensuite dit qu'elle n'avait pas mangé depuis des jours, parce que ses parents n'avaient pas les moyens. Heureusement, j'avais apporté 2 pains au chocolat qu'elle a engloutis aussitôt. En même temps, mon esprit carburait pour venir en aide. Mais mes économies étaient à peine suffisantes pour couvrir ses besoins. Mais peut-être que mes parents pourraient aider. Ils donnaient de l'argent à une église, donc j'étais sûre qu'ils seraient heureux d'aider Alex. J'ai appelé ma mère et elle a répondu qu'elle serait heureuse de rencontrer Alex pour voir ce qu'il pouvait faire. J'ai raconté la bonne nouvelle à Alex et on est allé chez moi. Je lui ai donné à manger, puis on s'est installé sur le canapé en attendant mes parents. Voir son visage rayonnant m'a rendue heureuse. Dès que j'ai entendu leur voiture, j'ai couru à la porte pour leur dire « Maman, papa, Alex est ici !» Mes parents sont entrés et ils ont regardé autour d'eux. Puis mon père a dit « ma chérie, où est-elle ?» J'ai dit en pointant le canapé du doigt. Elle était juste là. Je l'ai appelée, mais elle n'a pas répondu. Je n'ai pas compris. Où était-elle passée ? Ma mère a eu l'air inquiète et a dit « Est-elle timide ? Tu es sûre qu'elle était avec toi, mon cœur ?» Frénétique, j'ai fouillé toute la maison, mais elle n'était nulle part. Je commençais à paniquer, mais mon père m'a retenue en disant « Alice, chérie, calme-toi. Peut-être que tu as besoin d'un peu de repos. » J'ai entendu ma mère murmurer. Ces intenses migraines l'ont sûrement épuisée à nouveau. Emmène-la en haut. Je vais appeler le médecin pour lui parler de ses hallucinations. « Je ne suis pas en train d'halluciner. Elle existe vraiment. Pourquoi vous ne me croyez pas ?» ai-je crié, tout en essayant de me libérer de l'emprise de mon père. J'ai senti un vertige s'emparer de moi. Ma tête bourdonnait et le moment d'après, tout est devenu noir.
Je me suis retrouvée à l'hôpital pour la 2e fois cette semaine. Waouh, quel record! J'étais allongée, faisant semblant d'être encore inconsciente pour écouter la discussion entre le médecin et mes parents. Alice a un comportement étrange. Elle n'arrête pas de parler d'une petite fille sans abri et ça ressemble assez à son enfance. Aujourd'hui, elle a même dit qu'elle l'avait ramenée à la maison pour nous la présenter. Mais on ne l'a pas trouvée. Je ne crois pas qu'elle existe, disait ma mère. Le médecin répondait « Il est possible que cette petite fille représente les souvenirs perdus d'Alice. Parfois, après une thérapie et la prise de médicaments, d'anciens souvenirs peuvent commencer à refaire surface. Peut-être que cette petite fille était une personne de l'enfance d'Alice, une amie ou autre. Quoi? C'était insensé. Alex provenait-elle de mon enfance? Je ne comprenais pas. Je me suis assise brusquement et j'ai bredouillé. Me cachez-vous quelque chose? Je pouvais le voir, car mes parents avaient l'air en panique, et ma mère a répondu. Écoute, ma chérie, la journée a été longue. Ce n'est pas le moment maintenant, mais je te raconterai tout demain. Ok? Le lendemain, mes parents m'ont emmenée à l'église, à qui ils faisaient un don chaque année. J'étais confuse et n'arrêtais pas de demander qui était Alex. Finalement, une bonne sœur est arrivée, et on s'est installé dans une petite pièce au 2e étage, où les secrets ont été dévoilés. Mes parents n'étaient pas réellement mes parents. Après l'accident, ils m'avaient adoptée par le biais de l'église. Ils sont venus me chercher à l'hôpital dès que j'ai été rétablie et ne m'ont rien raconté pour éviter de me compliquer la vie. Ils voulaient simplement que je sois heureuse. Je ne pouvais pas y croire. La religieuse m'a demandé de lui expliquer ce qui se passait derrière moi, et je lui ai parlé d'Alex. Dès que j'ai dit son nom, elle a eu l'air choquée, et elle a sorti un album de photos. Elle m'a montré une photo de 2 sœurs jumelles, et a dit « C'est toi, Alice, avec l'ours en peluche, et voici ta sœur jumelle. Elle s'appelle Alex. » Tout à coup, la pièce s'est mise à tourner. C'était trop pour moi. J'avais une sœur jumelle. Avant d'avoir eu le temps de prononcer quoi que ce soit, la bonne sœur m'a prise par la main et m'a conduite vers une grande fenêtre près des escaliers. À travers ces paroles, tous mes souvenirs ont refait surface. Mes parents biologiques nous avaient laissés, moi et Alex, dans cette église parce qu'ils n'avaient pas les moyens de nous élever. Aucune famille ne voulait nous adopter ensemble. Alors la religieuse nous avait dit qu'on allait être séparés. C'était la nouvelle la plus douloureuse qu'on nous ait jamais dite. Alors nous avons décidé de nous échapper ensemble. J'ai confié à Alex mon ours en peluche pour pouvoir sortir par la fenêtre en première. Mais malheureusement, j'ai glissé et suis tombée d'une hauteur dont je ne peux m'avérer heureuse d'avoir survécu. C'est ce qui a effacé tous mes souvenirs. J'ai regardé par la fenêtre tandis que la bonne sœur me racontait tout ça. C'était de la folie. Combien de secrets m'avait-on caché tout ce temps? Alors, où se trouve Alex maintenant? Ai-je demandé, des larmes roulant sur mes joues. Alex avait été adopté par une autre famille, mais les religieuses avaient perdu le contact, car ils avaient déménagé à l'étranger. J'avais l'impression de manquer d'air. Il fallait que je retrouve ma sœur. Mais comment faire sans aucune information? J'ai commencé à chercher sur les réseaux sociaux comme une folle, mais rien n'est venu. Je ne pouvais pas perdre espoir pour autant. J'ai mis à jour mon voyage pour trouver Alex, tous les jours sur un blog personnel. Et pas une nuit, je ne me suis endormie sans penser à elle, et sans me demander comment elle allait. Heureusement, les internautes ont manifesté beaucoup d'intérêt et de soutien pour mon histoire. Il a été diffusé, mais jusqu'à présent, il n'avait toujours aucun indice sur Alex. Même l'illusion du bébé Alex n'apparaissait plus depuis le jour où j'ai entendu la vérité. Mais je savais, dans mes os, que nous retrouverions le chemin l'une vers l'autre d'une manière ou d'une autre. Et puis un jour, je me suis réveillée avec une autre migraine, après un étrange rêve. Alors j'ai décidé d'aller me promener pour prendre l'air. Et je suis passée par la boulangerie pour le petit déjeuner. J'ai regardé dans la ruelle et me suis vue déambuler avec un ours en peluche dans la main, l'air perdu. On dirait bien que j'avais perdu la boule, hein? Eh bien non, parce que c'était Alex. Pendant 1 minute entière, on est resté à se regarder sans faire un geste. Puis, sans un mot, on s'est jeté dans les bras l'une de l'autre en pleurs. Bon, pour faire bref, Alex avait déménagé en France depuis ses 10 ans. Et depuis lors, elle n'avait jamais cessé de me rechercher. Grâce à un message sur Twitter, elle avait réalisé que j'étais restée là-bas. Alors, elle a postulé pour étudier en Amérique afin de me retrouver. Et voilà, elle était là,
juste devant moi. Les mots ne peuvent pas exprimer combien ça semble toujours irréel de la voir à chaque fois. Oh, ne vous inquiétez pas. Tout le monde, y compris mes parents, ont confirmé qu'elle existait vraiment, qu'elle n'était pas le fruit de mon imagination. Ah, Dieu merci. Je ne peux pas croire les montagnes russes par lesquelles je suis passée ces derniers mois. À partir de là, nous sommes devenus inséparables. Et maintenant, on envisage d'emménager ensemble. Il ne nous reste plus qu'à trouver nos parents biologiques. Alex se souvient clairement d'eux. Alors, elle me raconte tous les détails des 8 premières années de notre existence passées ensemble. Alors, souhaitez-nous bonne chance. Hey, ce type là-bas vient de se renseigner sur vous, dit le barman, ce qui m'a incité à me retourner et regarder autour de moi. Oh, il est parti. Comme vous pouvez le voir, je suis assise au bar d'un hôtel 5 étoiles. Non, je ne suis pas riche, au contraire. J'ai pris toutes mes économies et j'ai décidé de les dépenser pour profiter de chaque jour qui me restait à vivre. Tout a commencé il y a plusieurs mois. Je souffrais constamment de douleurs et d'épuisement. J'ai mis ça sur le compte du stress au travail, mais mes symptômes ont empiré. J'ai fini par consulter un médecin et je suis restée choquée en entendant les mots cancer et progressif. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de rendez-vous à l'hôpital et de traitements. J'ai fait de la chimio et mes beaux cheveux longs sont tombés. Je me sentais tout le temps fatiguée et sans espoir. J'en ai eu assez, alors j'ai arrêté la chimiothérapie, quitté mon travail et décidé de profiter du peu de temps qu'il me restait. La plage hawaïenne est si belle. Puis, soudain, quelqu'un m'a foncé dessus. Ah! Son verre m'a trempé. Je les ai entendus dire « Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée !»« Oh, hé, vous êtes la fille qui était assise seule au bar tout à l'heure !» J'ai levé les yeux et waouh, qu'il était beau! J'ai secoué la tête et insisté sur le fait que c'était ma faute pour ne pas avoir fait attention. Après ça, il m'a rejoint pour une promenade et nous avons commencé à discuter. Oh, il s'appelle Antoine au fait. Donc, le lendemain, je l'ai invité à déjeuner. Je n'ai pas beaucoup d'appétit ces jours-ci, et le plus que je pouvais faire était de regarder fixement mon assiette à peine touchée. Alors, j'ai su que je devais être honnête avec lui. « Hey, Antoine, je t'aime vraiment bien et je veux apprendre à te connaître davantage. Mais j'ai un cancer et il ne me reste plus beaucoup de temps. » Au début, il y a eu un silence écœurant. Mais ensuite, il a pris ma main et imaginez quoi? Il m'a dit qu'il voulait aussi apprendre à me connaître. Les quelques semaines suivantes avec lui ont été magiques. Puis, nous sommes revenus en ville et avons continué à sortir ensemble. Antoine était tellement génial et me couvrait constamment d'amour. Un soir, après le dîner, Antoine nous a conduits jusqu'à cette colline. Il a dit qu'il voulait me montrer la ceinture d'Orion, et c'était si romantique. Je ne voulais pas gâcher ce moment, mais il y avait quelque chose que je devais lui dire. « Antoine, j'ai vu le docteur aujourd'hui. Il a dit que rien n'avait changé. Bien qu'il ne l'ait pas mentionné, je suppose qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. » Mes larmes ont coulé sur mon visage. J'ai passé les meilleurs moments avec toi. Je crois vraiment que je t'aime. Soudain, Antoine s'est mis à genoux et m'a demandé « Ma chère Angela, veux-tu m'épouser ? C'est le moins que je puisse faire pour toi. » J'étais sans voix, alors j'ai hoché la tête et je l'ai serré fort dans mes bras. J'étais trop heureuse. Je n'ai pas pu m'empêcher de partager notre histoire d'amour sur les médias sociaux. Rapidement, des milliers de personnes l'ont aimé et partagé en disant quel couple inspirant nous étions. C'était fou, mais fantastique. Leur soutien m'a donné l'impression que je pouvais affronter mon cancer, le monde, tout. J'ai commencé à remarquer qu'Antoine recevait beaucoup d'attention de la part des autres filles. Elle savait qu'il était le gars qui avait fait sa demande à la fille mourante, alors elle semblait s'attrouper autour de lui et l'admirer. Puis, un jour, alors que nous étions ensemble au magasin de robes de mariée, je suis sortie de la cabine d'essayage dans cette magnifique robe, me sentant comme une princesse. Mais j'ai alors vu Antoine parler à une autre fille. Elle a touché son épaule et je l'ai entendu dire « Ta fiancée a beaucoup de chance de t'avoir. » Puis elle s'est penchée plus près de lui. « Antoine !» je lui ai sifflé et j'ai demandé « Bébé, de quoi j'ai l'air ?» Il s'est détourné de la fille et m'a regardé fixement. « Ouais, magnifique !» Il a souri maladroitement. Je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir mal. Je sais que c'est un homme attirant, mais il était sur le point de m'épouser. Ce n'était pas du tout agréable de le voir flirter avec quelqu'un d'autre à l'essayage de ma robe. Pourtant, j'ai essayé de mettre tout cela de côté, car je voulais profiter du peu de temps qu'il me restait. Le mariage était un rêve devenu réalité. C'était un jour si magique. Puis, juste avant notre lune de miel, je suis allée voir mon médecin. À mon grand et complet choc, il m'a dit « Je suis content de vous informer que vous êtes en voie de guérison. » Oh mon Dieu, je n'en croyais pas mes oreilles. Je me sentais mieux,
Je me suis précipitée à la maison pour annoncer la bonne nouvelle à Antoine, mais sa réaction n'a pas été celle que j'attendais. Son visage s'est effondré. Il est d'abord resté sans voix, puis il a bégayé. « Félicitations, chérie !» Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi qu'il en soit, notre lune de miel a été merveilleuse. Mon appétit était revenu, et j'en profitais au maximum. Miam, la nourriture a si bon goût. Cela n'est pas passé inaperçu auprès d'Antoine, et il m'a dit « Tu peux essayer de mâcher plus doucement ?» Peu importe, j'avais l'intention d'apprécier ma nourriture. Quand nous sommes revenus à la maison, j'ai emménagé dans son appartement. Pour l'amour de Dieu, il y avait des assiettes sales et des chaussettes puantes partout. Comment quelqu'un d'aussi méticuleux sur son apparence pouvait-il vivre dans un tel état? Je me suis dit qu'il n'y avait pas de problème, que je l'aimais et que je devais apprendre à aimer son désordre. C'était si bon d'être en vie, et j'admets que j'ai peut-être exagéré sur les snacks, les gâteaux, les repas à l'extérieur, et oui, j'avais pris quelques kilos en trop, alors les tâches ménagères étaient un peu trop pour moi. D'ailleurs, pourquoi devrais-je les faire? C'était son bordel. Mais une fois, quand j'en ai eu marre de voir ses caleçons puant partout, je lui ai demandé « Comment un type qui te ressemble peut-il vivre dans ce trou à rats ?» Mais il m'a ignoré et est allé directement au lit, et ses ronflements bruyants n'ont pas tardé à suivre. Qu'est-ce qui se passe? Où était l'homme gentil et charmant que j'avais épousé? Lassée, j'ai fait de mon mieux pour nettoyer un peu l'endroit. J'étais essoufflée et je transpirais beaucoup. Ma tête me démangeait super bien, alors j'ai enlevé ma perruque et je me suis gratté le cuir chevelu. À ce moment-là, j'ai entendu Antoine crier, et quand je me suis retournée, il se tenait le visage de peur. « Bébé, qu'est-ce qui ne va pas ?» Je me suis précipitée vers lui. « Oh, je vois !» J'ai éclaté de rire. « Ah, c'était juste trop inconfortable de porter cette perruque, alors je l'ai enlevée, c'est tout. Mais regarde, mes cheveux repoussent !» En tremblant, il a bégayé. « Tu portais une perruque tout ce temps? Tu as l'air terrifiante !» Eh bien, oui, je suppose que les cheveux qui poussent en dents de scie me donnaient l'air assez effrayante. « Tu ne devrais pas être heureux pour moi ?» J'ai marmonné et forcé un sourire tout en essayant de remettre la perruque. Savoir que j'étais capable de vivre à nouveau était incroyable. Mais vivre, avec mon mari lunatique et insouciant, maintenant, ce n'était pas si génial. Un soir, il est rentré du travail de mauvaise humeur et a commencé à me crier dessus parce que je n'avais pas rangé. Je lui ai dit que je ne devrais pas avoir à le faire, puisque ce n'était pas mon bordel. Il m'a regardé de travers. « Je subviens seule à nos besoins à tous les deux. Je rentre à la maison pour te voir, te prélasser sur ton énorme derrière, et tu oses me parler comme ça? C'est toi qui dois te lever et travailler, puisque tu manges 2 fois plus que moi. » Ces mots m'ont fait mal. Alors avec des larmes aux yeux, je lui ai dit « Comment oses-tu me parler comme ça ?» Antoine était sur le point de dire quelque chose, mais il a fait une pause. Puis, il a juste soupiré. « Écoute, je suis désolée bébé, je sais que tu es en train de te remettre. » Je l'ai regardé fixement et j'ai dit « Je n'ai rien fait pour le dîner, alors allons manger dehors. » J'appréciais mon poulet tournant, il était si bon que j'ai peut-être pris une trop grosse bouchée, qui s'est logée dans ma gorge. Bientôt, je me suis étouffée, je ne pouvais plus respirer. Effrayée, j'ai regardé Antoine pour avoir de l'aide, mais il faisait défiler son téléphone. Puis, à mon grand étonnement, il est parti vers la salle de bain. Je continuais à taper sur la table pour appeler à l'aide. Heureusement, un serveur s'est précipité et m'a frappé très fort dans le dos, et j'ai réussi à recracher le morceau de poulet. Quand Antoine est revenu, j'ai demandé avec colère « Comment as-tu pu me laisser comme ça ?»« De quoi tu parles, bébé? Je t'ai vu apprécier ta nourriture. Tu as fini? Rentrons à la maison. » Oh! Il savait parfaitement que je m'étouffais. Quel crétin! Tout ce que j'avais pensé et attendu de lui s'est effondré. Il était prêt à me laisser mourir étouffé plutôt que de m'aider. Le problème était que notre histoire d'amour était si célèbre maintenant, et même si je savais qu'Antoine et moi ne pouvions pas nous supporter, l'idée de nous séparer et d'être chahutés par les autres me rendait malade. Je suppose que j'étais coincée avec lui pour toujours. Donc nous avons dû continuer à nous tolérer l'un l'autre. Puis un soir, alors que je grignotais des chips et regardais la télé, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. « Bonjour, êtes-vous la femme d'Antoine ? Antoine a eu un accident de voiture et nous avons vraiment besoin que vous veniez ici. » Je me suis figée pendant quelques secondes. « Désolée, faux numéro !» Et j'ai raccroché. Mon téléphone a sonné plusieurs fois encore, mais je n'ai pas répondu. La culpabilité a commencé à m'envahir, alors j'ai pris mon sac et je me suis précipitée à l'hôpital. L'infirmière m'a dit de signer des papiers pour qu'Antoine puisse être opéré. Un stylo à la main, j'ai hésité. « Excusez-moi, où est la section sur le don d'organes ?» j'ai demandé. « Mon mari est prêt à faire un don si quelque chose de grave arrive. »« Ce n'est pas le bon moment pour poser cette question !» m'a crié l'infirmière. À ce moment-là, les parents d'Antoine se sont précipités paniqués. Je leur ai donné les papiers et je suis retournée furtivement à l'appartement.
Après cela, j'ai longuement réfléchi à notre relation. Elle avait été si passionnée au début, mais j'ai réalisé que je ne l'aimais pas du tout, et lui non plus. Toutes nos décisions étaient prises intensément et rapidement en fonction de l'idée que je pourrais mourir plus tard. Nous étions trop têtus pour admettre l'échec et nous éloigner, et maintenant nous étions malheureux. Quelques semaines plus tard, Antoine est rentré en fauteuil roulant et nous sommes restés assis dans un silence gênant. Puis j'ai brisé la glace. Le soir où je me suis étouffée au restaurant, tu as fait exprès de m'ignorer ? Antoine m'a répondu par une autre question. Est-ce vrai que tu voulais faire don de mes organes au lieu de m'aider à me faire opérer ? J'ai répondu. Je suis désolée. C'était le seul moyen auquel j'ai brièvement pensé pour sortir de ce mariage. Il a soupiré. Je sais. Moi aussi. Je pense que nous sommes trop semblables et que c'est pour ça que ça ne marche pas. Il a fait une pause. Je pense qu'il est temps que nous mettions un terme à tout ça. Alors finalement, nous avons cessé de nous supporter et avons demandé le divorce. Les gens sur les médias sociaux étaient furieux et ont posté beaucoup de commentaires venimeux tels que « Tant pis pour le couple qui nous inspirait » et « Pour moi, ça crie au mariage frauduleux ». J'ai décidé de fermer tous mes comptes en ligne, leurs opinions n'ont plus d'importance. J'ai le soutien de ma famille et c'est le plus important. Étonnamment, je suis toujours amie avec Antoine. Nous avons vécu beaucoup de choses ensemble. Et il n'est pas si mauvais. Mais je ne veux jamais vivre avec lui. Ah ! J'ai même rencontré mon petit ami actuel grâce à Antoine, car c'est lui qui m'a présenté à lui. N'est-ce pas drôle ? Parfois les choses ne se passent pas comme prévu, mais ce n'est pas grave. Vivre un mensonge juste pour sauver un ego meurtri est bien pire. Oh, au fait, ce sont mes vrais cheveux. Je suis maintenant en parfaite santé. Rappelez-vous, on ne vit qu'une fois. Alors ne perdez pas votre temps à essayer de plaire aux autres, mais profitez plutôt de la vie et vivez-la au mieux. Berk, il y a une mouche dans mon verre. C'est dégueulasse. Je vais pas payer pour ça. Le gamin a poussé la tasse de limonade dans ma main, puis s'est enfui. Je viens de te voir la déposer dedans. Et ce n'est même pas une vraie mouche. Hé, arrête! J'ai crié après lui, mais c'était trop tard. Et il était parti. Et maintenant le reste de mes clients aussi. Mince, c'était la 3e fois cette semaine. Et je savais exactement qui était derrière tout ça. Lucas! J'ai jeté un coup d'œil par-dessus la barrière et j'ai foncé vers son stand de limonade. En voyant son faux sourire, je suis devenue encore plus furieuse et j'ai versé le gobelet de limonade sur ses baskets, arraché un billet d'$1 de sa main et je suis partie. Vous voyez, je suis amie et je suis le genre de fille qui sait ce qu'elle veut et obtient ce qu'elle veut. Et ce que je veux, c'est que Lucas admette sa défaite et arrête de se mêler de mes affaires. Oh ! J'ai été sur cette mission pendant les 10 dernières années. Je ne plaisante pas. C'est une véritable guerre entre nous, et ce n'est pas du tout une partie de plaisir. Surtout maintenant que nos parents sont impliqués dans cette affaire. Vous voyez, mes parents et les siens sont les meilleurs amis du monde. En fait, ils sont si proches que je suis presque sûre qu'à l'époque, nos mères ont planifié leur grossesse ensemble, si bien que Lucas et moi sommes nés à 1 semaine d'intervalle. Et bien sûr, je suis née avant lui. Donc il y a ça, j'ai gagné dès le premier round. Du tape à l'œil, Lucas. Mais encore pire que les fêtes d'anniversaire communes, les vacances partagées et le fait d'être camarade de classe avec lui depuis plus d'une 12aine d'années, je dois aussi vivre à côté de lui. Oui, nos parents ont délibérément emménagé à côté parce qu'ils pensaient que nous élever ensemble serait amusant. Ils rêvaient que nous soyons les meilleurs amis comme eux. Ah, aucune chance. Au contraire, notre détestation l'un pour l'autre a commencé dès notre plus jeune âge. Chaque fois que Lucas venait chez moi, il jetait mes Barbies à travers la pièce, leur coupait les cheveux ou enveloppait ma maison de poupée dans du papier toilette. Alors je me suis vengée en transformant sa chambre en un champ de mine de Lego. Ha! Et puis j'ai dessiné des fleurs sur son stupide visage pendant qu'il faisait la sieste. Nos parents ont mis ça sur le compte de petites choses mignonnes que les enfants faisaient, mais rien de tout ça n'était mignon. C'était la guerre. Notre querelle s'est intensifiée dès que nous avons commencé à aller à l'école. Tout était un concours entre nous. Des notes aux activités scolaires, et même simplement pour le piège côté fenêtre dans le bus scolaire. Ah, une fois, avant le début des vacances d'été, notre professeur a suggéré que pendant les vacances, nous pourrions nous amuser à aider nos parents avec des activités utiles, comme fabriquer des produits faits maison et les vendre dans notre cours. En entendant ça, j'ai croisé le regard interrogateur de Lucas et j'ai su que ça ne voulait dire qu'une chose. Bon. Alors, c'est parti. Le premier jour, je me suis levée tôt pour installer mon stand de limonade dans mon jardin. Mais j'ai regardé à ma gauche et devinez ce que j'ai vu dans la cour de mon cher Lucas ? Ouais, un stand de limonade. Ah,
pourquoi a-t-il fallu qu'il soit un si bel imitateur? Nous semblions tous les deux attirer beaucoup de clients. Mais je ne sais pas si c'était juste moi, mais j'avais l'impression qu'il vendait plus que moi. Alors, tout l'été, j'ai utilisé mes bénéfices pour améliorer petit à petit mon stand de limonade avec des décorations accrocheuses, des promotions. J'ai même ajouté des cornets de glace au citron à mon menu. Finalement, ma file d'attente semblait nettement plus longue que celle de Lucas. Les cornets de glace faisaient l'affaire. Mais alors un haut-parleur a retenti depuis la porte d'entrée. « Venez essayer mon nouveau thé glacé fait maison selon ma recette secrète et essayez-le aujourd'hui avec une offre de lancement à moitié prix. » À mon grand désarroi, la plupart des gens dans ma file d'attente sont partis et se sont dirigés vers le stand de Lucas. Oh, le sournois! Et pire encore, il a commencé à diffuser des chansons accrocheuses pour attirer l'attention des gens. Cet été s'est terminé, mais il fallait naître des rêves d'entrepreneurs dans nos petits cœurs. Donc, pendant les vacances d'été suivantes, nous avons continué à développer nos entreprises. J'ai agrandi mon stand pour vendre une sélection de boissons, de snacks et de fast-food, avec un service de livraison également. Une fois, avec l'aide de mes amis, nous avons même inclus un service de lavage de voiture. Une autre fois, nous avons ouvert une petite crèche dans notre jardin pour que les parents occupés puissent y déposer leurs enfants pour quelques heures, et aussi prendre une boisson à emporter pendant qu'ils y étaient. Ça a l'air bien, non? Mais vous savez quoi? Quoi que j'ai vendu, quoi que j'ai fait, quelques jours plus tard, Lucas est allé faire exactement la même chose. Et ensuite, il a eu le culot de m'accuser de copier ses idées. Oh, il était si agaçant. Bref, à 17 ans, ce qui n'était au départ qu'un passe-temps amusant s'est tellement développé que j'ai ouvert un mini-restaurant dans mon garage. Au début, c'était logique, parce que ça signifiait que j'avais des clients quel que soit le temps, et il y avait aussi quelques tables à l'extérieur. Et sans vouloir me vanter, les sièges étaient rarement vides. Et puis bien sûr, vous l'avez deviné, Lucas a transformé son garage en mini-restaurant dîner lui aussi. Oh, nos dîners sont devenus nos hôtes postes bien connus dans notre quartier et ils étaient si populaires que nos parents ont continué à les gérer toute l'année. Le fait que quoi que je fasse, Lucas le fasse aussi, me rendait furieuse. Puis, pour m'embêter encore plus, il a envoyé ses amis un samedi et ils sont restés assis occupant toutes les places tout en commandant des coca. Alors, j'ai envoyé mon amie Célia dans son restaurant et elle a fait semblant d'avoir une intoxication alimentaire après avoir mangé leur nourriture. Puis, elle a fait semblant d'avoir des nausées et a couru aux toilettes jusqu'à ce que les clients soient tous effrayés et partent. Mais ensuite, il a commencé à diffuser des commentaires négatifs sur mon établissement sur Internet. Et j'ai fait de même en retour. Ah, il n'y a pas de fin à ce combat. Jamais. Mais je ne reculerai jamais. Je savais que Lucas avait un énorme béguin pour cette fille Clémence dans sa classe de sciences. Et une fois après l'école, je l'ai vu l'entraîner chez lui. Probablement pour l'ennuyer à mourir en se vantant encore une fois de son entreprise minable. Alors, j'ai vite fait de me maquiller et de mettre une jolie robe. C'est l'heure du spectacle, bébé. Je me suis rendue chez Lucas, juste à l'heure pour le voir servir à Clémence certains de ses plats caractéristiques de son restaurant. J'ai joué la comédie et je lui ai sauté dessus. « Tu me trompes avec cette fille? Elle n'a rien que je n'ai pas. Comment tu as pu ?» J'ai continué à faire une scène, tirant les cheveux de Lucas et criant jusqu'à ce que Clémence ait eu l'air super gênée et trouve une excuse pour partir. Bingo! Mais Lucas n'avait pas l'air de voir le côté drôle de la chose. Je ne l'avais jamais vu aussi furieux avant. Ses oreilles sont devenues rouges vifs et il m'a crié dessus. « Amy, compétition ou pas, est-ce que j'ai déjà interféré dans ta vie privée? Tu as dépassé les bornes cette fois-ci. » Il a renversé la boisson qu'il avait préparée pour Clémence et s'est éloigné en ricanant. Puisque tu t'es fourré là-dedans, tu peux te retirer. Donc, il semblait que j'avais gagné ce round. Mais pourquoi je ne me sentais pas bien du tout? Et plutôt embarrassée. Après cela, Lucas ne voulait même plus me regarder dans les yeux. Peu importe. Je veux dire, il va finir par se calmer et recommencer à fourrer son nez dans mes affaires de toute façon. N'est-ce pas? Puis un jour, après l'école, je suis arrivée à la maison pour trouver mes parents assis avec un homme étrange, à l'allure professionnelle. Ils m'ont appelé pour que je me joigne à eux. Puis l'homme m'a dit qu'il voulait ouvrir une franchise de fast-food bien connue dans le quartier. En voyant que je n'avais pas l'air vraiment intéressée par ce qu'il disait, il a fait une remarque sarcastique. « Allez, vous comprenez ce que je veux dire. Ce serait ridicule d'avoir 3 fast-food au même endroit, n'est-ce pas? Et regardons les choses en face. Le vôtre n'est qu'un petit hobby de gamine qui n'ira jamais nulle part. Allez, prends ça. » Il m'a tendu une enveloppe. « Et concentre-toi sur tes notes. Laisse les affaires aux adultes. » Furieuse, je lui ai arraché l'enveloppe. Ouais, elle était pleine de billets de dollars. Comment ose-t-il essayer de me corrompre? Quel abruti! Donc je l'ai jeté sur lui et je suis partie. Réfléchis-y, Amy.
a crié l'homme après moi. Ne prends pas une décision que tu vas regretter. Le lendemain, quand je suis rentrée de l'école, l'homme était assis dans mon restaurant et mangeait mes super pancakes. Ah! Pourquoi il n'a pas compris le message? Je me suis précipitée vers lui et lui ai dit de partir. Il m'a souri et a dit ils sont bons, tu sais. Je pense qu'il y a de la place pour nos 2 entreprises. Tout ce que tu as à faire, c'est de retirer quelques plats de ton menu. Et il a fait un geste vers les pancakes. Et répand des rumeurs sur l'hygiène du restaurant de Lucas, ce qui n'est pas à la hauteur de le fermer, et je te laisserai garder ton restaurant. Voyant mon regard confus, il a ajouté un autre argument pour me convaincre. Je te dis ça parce que je sais que t'es une fille intelligente, plus intelligente que ce garçon. Alors, choisis sagement. Eh bien, c'est vrai que je suis plus intelligente que Lucas. Mais c'était fou. J'ai passé toute la soirée à y réfléchir. Je veux dire, il n'y a aucune chance que je puisse rivaliser avec un grand nom de franchise. Mais de cette façon, j'avais une sorte de chance, pas vrai? Mais aussi ennuyé que soit Lucas, pouvais-je vraiment lui faire ça? À 2h du matin, je me suis assise sur mon lit, toujours aussi partagée par tout ça. Je me suis précipitée à côté et j'ai jeté une pierre sur la fenêtre de Lucas. La lumière dans sa chambre s'est allumée tout de suite. De toute évidence, il passait lui aussi une nuit blanche. Il a regardé dehors et m'a vu. Puis il m'a rejoint sur le porche et nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Puis, il a pris la parole. « Amy, ta tour de pancake est incroyable. Vraiment. » En soupirant, j'ai répondu. « Honnêtement, je bave rien qu'en pensant à ton hamburger à 2 étages. Mais si on ne retire pas les plats de nos menus, je pense que cet homme trouvera le moyen de nous faire fermer. » Il secoue la tête. « Eh bien, l'Amy que je connais n'abandonnerait pas aussi facilement, n'est-ce pas ?» J'ai laissé échapper un autre long soupir. « Oui, mais c'est différent. C'est une franchise de renom. Notre petit restaurant ne tiendra pas longtemps, tôt ou tard. » Puis, on est retombé dans ce silence désespéré. Je dis qu'on peut le faire. On peut le faire ensemble. Lucas s'est soudainement levé et a pointé du doigt nos maisons. On a plein d'espace pour ouvrir un grand resto. Ah! Qu'est-ce que t'en dis? Lui et moi travaillant ensemble? Est-ce que ça pouvait marcher? Mais bon, rien n'est impossible pour la grande fille Amy. Je lui ai fait un sourire. Ok, allons-y. Battons-nous jusqu'à notre dernier souffle. Donc, dès le lendemain, nous avons uni nos forces et commencé à préparer l'ouverture du restaurant commun. Naturellement, nos parents étaient ravis de l'idée. Ils ont volontiers brisé les barrières et ont même construit un couloir commun pour relier nos maisons. Nous sommes maintenant officiellement enregistrés comme une seule entreprise et nous avons tous nos certificats d'alimentation, de sécurité et d'hygiène. Vous savez, les trucs ennuyeux, mais officiels. Quant aux franchisés, il s'avère que les gens de la ville nous sont fidèles. Alors, quand l'histoire de ces sales coups s'est répandue, tout le monde lui a dit qu'il boycotterait son restaurant s'il en ouvrait un. On n'a plus jamais entendu parler de lui. C'est le karma. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, Lucas et moi gérons toujours notre entreprise ensemble. Et ça marche plutôt bien jusqu'à présent. C'est une vraie affaire de famille, avec tout le monde qui donne un coup de main. En fait, il s'avère que gérer notre propre entreprise ensemble est bien plus amusant que de se faire concurrence. Peut-être que Lucas n'est pas aussi mauvais que je l'ai toujours pensé. Et parfois, je me prétends encore sa petite amie quand je surprends une fille en train de rôder autour de lui. Je suppose qu'il devrait s'habituer à n'avoir qu'une seule fille dans sa vie. Et en y réfléchissant, je suppose que ça a toujours été moi.